Je souhaiterais, messieurs le ministre, avoir votre avis sur ces éléments. Merci. Voilà pour ce débat sur la réforme des collectivités locales que vous avez donc pu suivre sur Public Sénat. Tout de suite, eh bien, il est l'heure du journal. Le journal, voici les titres de l'actualité politique et parlementaire de ce mercredi 2 décembre. Mise en garde de l'OTAN aux pays alliés réticents à envoyer des renforts en Afghanistan après la décision de Barack Obama de renforcer le contingent américain de 30 000 soldats. La France embarrassée. Débat dans un instant avec nos invités Jean-Pierre Chevènement, Jean-François Poncet et le socialiste Jean-Pierre Bel. Martine Aubry prononcera dans une vingtaine de minutes le dernier discours de son tour de France du projet socialiste à suivre en direct sur notre chaîne, en direct de Rennes. Démarche du Parti socialiste auprès du Conseil constitutionnel contre la réforme territoriale. L'article 1er de la Constitution dit que la République est décentralisée, fait valoir le président de la région PACA, Michel Vauzel. François Baroin, de son côté, promet un bras de fer sur le mode de scrutin. Intrusion aujourd'hui de militants de Greenpeace à l'Assemblée nationale, suivie d'une évacuation générale d'ailleurs à la suite d'une alerte à la bombe. Les militants se sont fait entendre lors d'un débat sur le sommet de Copenhague. Ils ont exhibé leurs t-shirts aux actes, Monsieur le Président, accusés de complicité parce qu'il applaudissait Noël Mamère, ni avoir aidé quiconque. Ce soir, le président de l'Assemblée, Bernard Accoyer, annonce qu'il porte plainte contre Greenpeace. Montrer que le PS travaille, qu'il est sur la bonne voie dans la préparation d'un projet solide, c'est l'enjeu de Martine Aubry ce soir à Rennes, où elle achève donc son Tour de France. Fabrice Cunet. Avec ce Tour de France en 8 étapes, Martine Aubry a choisi le contre-pied. Parfois critiquée pour sa distance avec les militants, elle a cette fois surpris tout le monde. 8 rendez-vous plus tard, la première secrétaire et sa garde rapprochée ont pu sonder un panel de Français. Premier objectif, changer d'image. Le Parti socialiste avait besoin très fortement de s'ouvrir sur la société, de sortir de son huis clos et peut-être de penser ses plaies. Et la meilleure façon de se remettre en mouvement, c'est le dialogue avec les Français, de toutes conditions, de toute origine, au nord de la France, au sud. Dans son discours de Rennes, Martine Aubry fera une synthèse de ce Tour de France du projet. Le cœur de son discours, l'identité et les valeurs républicaines qu'elle oppose à l'identité nationale. Ce discours dessinera aussi les futurs axes du projet politique des socialistes. Des axes, mais rien de précis encore. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord que les valeurs, que les principes, que le projet de société global soit posé et derrière, tout commence finalement. En d'autres termes, Martine Aubry ne tranchera pas ce soir entre la ligne social-démocrate et le choix plus radical à gauche qui divise le Parti socialiste. Voilà, et ce discours de Martine Aubry, donc, à suivre dans une vingtaine de minutes sur notre antenne. Premier grand oral pour la nouvelle chef de la diplomatie européenne, la Britannique Catherine Ashton. Les députés européens l'ont malmenée sur son inexpérience, n'obtenant aucune prise de position sur les sujets d'actualité, mais des élus l'ont tout de même trouvée rafraîchissante et assurée. L'attribution au nouveau commissaire français Michel Barnier du portefeuille du marché intérieur soulève des critiques de plus en plus vives. À Londres, l'association des banquiers britanniques dénonce ainsi la satisfaction exprimée par Nicolas Sarkozy, pour qui les idées françaises en matière de régulation financière triomphent. De son côté, le ministre britannique des Finances, Alistair Darling, met en garde Michel Barnier contre toute volonté de s'en prendre à la City. Et pour apaiser les tensions, eh bien, Nicolas Sarkozy se rendra à Londres vendredi. Le débat reste vif sur la réforme de la taxe professionnelle. La commission des finances du Sénat demande d'ailleurs à l'État de prendre en charge la taxe dont seront exonérées certaines entreprises. Autre débat en pointe sur le mode de scrutin à un seul tour pour l'élection des futurs conseillers territoriaux. Le député UMP François Baroin promet un bras de fer sur cette question. Marie Brémaud. La réforme des collectivités territoriales agite toujours autant les parlementaires.
Pas d'accalmie donc dans la révolte de l'opposition qui dénonce le mode de scrutin uninominal majoritaire à un seul tour de 80% des futurs conseillers territoriaux. Il joue sur le fait que ça donnera préférence au premier tour au candidat UMP. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long à expliquer, mais nous sommes défavorisés. Le mode d'élection tel que défini actuellement dans le projet de loi suscite la colère des élus bien au-delà des luttes partisanes. Le scrutin à un tour fait l'unanimité contre lui, non seulement à gauche, mais également à droite. Le danger d'un scrutin à un tour, c'est que beaucoup d'élus peuvent n'être élus que de la plus grande des minorités. Alors je ne vois pas bien quelle est la légitimité de quelqu'un qui ne représente que la plus grande des minorités. C'est quelque chose qui est contraire à notre droit électoral et qui est contraire au pluralisme tel que je le conçois. Au vu de la fronde générale, le rapporteur du projet de loi ne défend qu'avec peu de conviction la mesure et renvoie l'examen à plus tard. Demain, dans 5 ou 6 mois, il y aura effectivement les modalités de scrutin. Les choses peuvent évoluer, rien n'est figé. Le Premier ministre a confirmé hier aux sénateurs UMP que le débat sur la question restait ouvert. 1 million de nouveaux cas de grippe A en France en une semaine, d'après les dernières estimations. Au total, cela fait près de 4 millions de personnes qui ont déjà été infectées par le virus. 5 enfants de moins de 3 ans ont reçu 4 doses de vaccin au lieu d'une seule lundi dans un centre de Brest. Une faute de l'infirmière. À ce jour, aucun effet indésirable n'a été enregistré sur ces enfants en bas âge. La suite du 18h. Oui ou non, la France doit-elle envoyer des renforts en Afghanistan et suivre Barack Obama ? Le déploiement de 30 000 soldats supplémentaires américains et la clarification attendue de Barack Obama sur sa stratégie en Afghanistan. Dans le même temps, le président américain annonce un calendrier de retrait dès 2011. Le laps de temps pour renverser la situation apparaît court, 18 mois donc, car Barack Obama n'a pas nié hier que les talibans ont gagné du terrain. Les insurgés contrôlent 11 des 34 provinces afghanes. L'Amérique compte sur ses alliés pour épauler son effort. Le secrétaire d'État à la Défense, Robert Gates, réclame ainsi entre 5 000 et 7 000 soldats supplémentaires au pays de l'OTAN pour, dit-il, partager le fardeau de l'entraînement, de la formation et du financement de l'armée. Nos invités, Jean-Pierre Chevènement, bonsoir, sénateur RDSA du territoire de Belfort. À vos côtés, Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste au Sénat, et Jean-François Poncet, sénateur UMP du Lot-et-Garonne. Alors, votre réaction d'abord, messieurs, à l'envoi de 30 000 soldats américains supplémentaires. Jean-Pierre Chevènement. Oui, écoutez, c'était la demande du général McChrystal, mais on peut regretter que Barack Obama n'ait pas posé autrement le problème, parce que poser le problème des renforts, tous les militaires en sont capables. Le vrai problème était celui de la définition des objectifs politiques de cette guerre, de cette intervention. Et à mon sens, ce devait être l'éradication d'Al-Qaïda, puisqu'au départ c'était ça, point final. D'accord. Parce voilà. que ça ne peut pas être la construction d'une démocratie moderne en Afghanistan. Sinon, on y est pour jusqu'au XXIe siècle. Sinon, davantage. Jean-François Poncet, sur le renfort américain, d'abord. Alors que les talibans gagnent du terrain, je le disais. Le général McChrystal avait demandé 40 000 hommes. Le président des États-Unis a décidé d'en envoyer 30 000. Je crois qu'il n'était pas très facile de faire autrement, puisque le général McChrystal considérait que c'était nécessaire pour éviter que les talibans ne progressent. Est-ce qu'on peut envoyer des renforts et en même temps annoncer un calendrier de retrait ? Je dois dire que c'est pas très convaincant. Ah. Je vous parle franchement, c'est pas très convaincant parce que je doute qu'en 18 mois, on puisse obtenir des résultats autorisants. Maintenant, il n'a pas, il faut être honnête, il n'a pas dit à quel rythme ni jusqu'à quand. Il a été plus prudent que cette indication que vous donnez c'est à partir de 2011. Et en ce qui nous concerne, oui. Je ne crois pas que nous ayons l'intention de faire autre chose que le président de la République a parlé d'une adaptation de nos forces. Oui, mais ça veut dire quoi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne veut sûrement pas dire qu'on va envoyer des renforts importants. Les Anglais ont dit qu'ils renverraient 500 soldats de plus. Je ne crois pas qu'il y ait un grand enthousiasme. J'ajoute que dans les objectifs que le président des États-Unis a fixés à ce renfort, les objectifs sont principalement politiques. Il n'a pas dit qu'il voulait reconstruire l'Afghanistan. Il a fixé des objectifs très limités
qui sont tous des objectifs militaires. J'ai lu attentivement sa déclaration. Il ne parle pas de ce que les Américains ont dénommé le nation building. Il a même exclu que ce serait l'objectif des Américains. Donc, effectivement, la France ne prévoit pas pour l'instant d'envoyer des renforts en Afghanistan, mais selon certaines informations, Washington réclamerait à la France 1500 hommes supplémentaires. C'est quand même déjà, c'est-à-dire la moitié des effectifs qui sont déployés sur place. Jean-Pierre Bell, vous êtes allé en Afghanistan récemment, et donc la question qui est posée par Roch Berget, c'est faut-il partager le fardeau, oui ou non? Écoutez, moi je vais rejoindre ce qui a été dit notamment par Jean-Pierre Chevènement. Je pense que le vrai problème, c'est que nous ne devons pas être dans ce pays comme une force d'occupation. Et tout ce qui pourrait s'apparenter à cet état de fait ne pourrait conduire qu'à un échec, mais très rapidement. Je pense que, en fait, le général McChrystal avait proposé trois scénarios différents. Un qui était beaucoup plus élevé, un autre à 40 000 et un beaucoup plus bas, pour lequel il disait d'ailleurs que ça ne lui suffirait pas. Je ne vois pas bien de quelle manière, avec ce que le général McChrystal a demandé, ce que Obama vient d'accepter, les objectifs fixés par les Américains peuvent être accomplis. Oui. J'avoue que j'ai quelques difficultés à comprendre, mais je voudrais dire aussi que ce que je comprends pas très bien, il me semble que je ne suis pas le seul, c'est quelle est la position de la France et quelle est la réponse du président de la République. Si le président de la République décide ou non d'envoyer les 1500 soldats supplémentaires qui sont réclamés. Mais tout ça vient du fait que nous avons perdu notre autonomie. Et la question de notre intégration dans l'OTAN qui a été décidée par ce président de la République nous met aujourd'hui dans une situation où, dans le fond, nous sommes de nous exécuter la pression est forte, et de suivre une décision qui a été prise après beaucoup de temps de réflexion par le président de la République américain. Oui, c'est là que éclate l'erreur de la réintégration des structures militaires de l'OTAN. À partir du moment où les Britanniques ont déjà accepté 500 hommes et peut-être davantage à la conférence de Londres fin janvier, les Allemands vont faire un effort et nous-mêmes, nous allons être obligés de suivre, nous sommes coincés. Donc il y a une réelle perte d'autonomie de la France, et cela pour un objectif qui n'est pas clairement défini. Je le répète. D'autonomie, mais on est déjà sur place. S'il s'agit de faire un effort. Ah, mais s'il n'avait tenu qu'à moi, nous n'aurions pas envoyé de soldats au sol dès 2001. J'ajouterai simplement que le problème qui est posé est celui de l'afghanisation du conflit. Une stratégie de contre-insurrection ne peut pas réussir dans un pays musulman quand vous avez une armée occidentale. Seule peut réussir une lutte menée par les Afghans eux-mêmes. Et là se pose la question du pouvoir politique afghan, dont la crédibilité est usée. Donc on a annulé le deuxième tour de l'élection. Il faut réunir d'urgence une Loya Jirga, conforme à la coutume afghane, désigner des gens qui soient des patriotes afghans, désireux de se séparer de cette légion étrangère qui avait été constituée, rappelez-vous, pour combattre les soviétiques et le gouvernement communiste à Kaboul, il y a plus de 30 ans. Par les États-Unis et par le Pakistan. Aujourd'hui, il faut se débarrasser de ces gens-là, faire rentrer le diable dans la boîte de laquelle on l'a fait sortir, et par conséquent avoir un pouvoir afghan désireux de défendre l'indépendance nationale afghane, la neutralité, cela va de soi, vis-à-vis des voisins, et puis naturellement de faire en sorte que toutes les composantes de l'Afghanistan soient associées. Vous avez les Pashtuns, qui sont la base des talibans, mais ça fait quand même 45% de la population. Vous avez les Tadjiks, vous avez les Ouzbeks, vous avez les Hazaras, les Turkmènes. Bon, naturellement, chacun est plus ou moins chez lui dans telle ou telle région. Mais il faut un pouvoir central assez fort pour tenir ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ces engagements d'un Afghanistan indépendant. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-François Poncet, sur cette question de l'OTAN? Est-ce que la France a les mains liées depuis que nous avons réintégré le commandement militaire? Non, je comprends. Alors, je comprends qu'on puisse être contre cette réintégration, mais prétendre que pour autant nous avons les mains liées, ça n'est pas vrai du tout. L'OTAN ne comporte aucune espèce d'obligation, la souveraineté des pays est totalement respectée. Ce serait quand même très mal vu de ne pas répondre à la demande américaine. Qu'il n'y a pas un réflexe de solidarité avec ou sans l'OTAN, ce serait évidemment se tromper. Et ce réflexe de solidarité, il existe. Il n'est pas automatique et il dépend de la stratégie qu'on va mettre en œuvre. Et je ne suis pas très éloigné de ce qu'a dit
Jean-Pierre Chevènement sur cette stratégie. Oui. Il est bien évident que c'est à travers l'afghanisation du conflit qu'on peut progresser. Il faut bien, si on lit attentivement les déclarations du président américain, c'est bien ce qu'il a dit lui-même. Ah oui, il l'a dit. Il a dit exactement ça. Donc il n'y a pas de vraie différence. On peut essayer de découvrir des différences. On peut inventer des différences. En réalité, il n'y en a pas beaucoup. S'il y en avait, il n'aurait pas dit qu'il va commencer à retirer dans 18 mois. C'est pas dans 18 mois qu'on aura fait un Afghan avec un pouvoir central crédible, sûrement pas. Il n'est pas naïf à ce point-là. Et il sait très bien que d'envoyer des forces américaines supplémentaires en Afghanistan est extraordinairement impopulaire aux États-Unis. Donc lui-même a les mains liées. Ce que nous ferons, on va voir ce que le président de la République va dire, mais je suis prêt à prendre le pari qu'il ne va pas envoyer 1500 hommes supplémentaires en Afghanistan. Alors, et s'il le faisait, à mon avis, ce serait une erreur. Ah d'accord. Alors Jean-Pierre Bel, vous êtes allé sur place. Comment est-ce que on voit les choses sur place? Est-ce qu'effectivement on sent l'hostilité vis-à-vis de ces forces alliées étrangères? Est-ce que, pour vous, par ailleurs, combattre les talibans, c'est forcément combattre Al-Qaïda? Parce qu'il y a débat aussi là-dessus. Bah, écoutez, tous ceux qui sont allés en Afghanistan, je ne suis pas le seul. Si j'y suis allé le plus récemment, c'est la seule petite différence, ont bien compris que la situation là-bas, elle suscite surtout beaucoup de perplexité, et notamment de la part des populations. Et dans le fond, ils attendent de nous qu'on leur apporte la démonstration de ce qu'on peut leur apporter, peut-être plus que ne leur amènent les talibans. Il y a eu un mot terrible de la part d'un officier français, je crois, qui disait les Afghans ne s'achètent pas, ils se louent. C'est-à-dire que, dans le fond, dans ce pays qui a été traversé par tellement de décennies de conflits où on a vécu les choses les plus horribles, on est aujourd'hui à croire en celui qui apportera vraiment ce dont ce peuple aujourd'hui a besoin. Et d'abord, je voudrais parler simplement de la paix. Je pense que c'est ça qui doit être au bout de l'horizon. Je crois qu'il faut dire aujourd'hui que parallèlement à toutes ces questions dont nous parlons, et nous avons dit, j'étais sur la position de Jean-Pierre Chevènement, que nous n'étions pas favorables à envoyer des troupes supplémentaires, il faut très rapidement se diriger vers une conférence internationale sous l'égide de l'ONU. Et avec naturellement la participation des pays voisins, et de faire en sorte qu'on puisse rapidement voir dans ce pays une forme de réconciliation nationale. Je ne sais pas si c'était exactement ce à quoi pensait Jean-Pierre Chevènement, mais c'est tout à fait nécessaire. Le régime d'aujourd'hui, le gouvernement d'aujourd'hui est complètement discrédité. D'abord parce qu'il est traversé par la corruption, les trafics de drogue, tout cela, tout le monde le sait, on en parle très souvent. Et dernier point, si je puis me permettre de poser des questions à mes deux éminents collègues qui sont, compte tenu des fonctions ministérielles qui les ont occupées, plus compétents dans ce domaine. Moi, c'est le rôle du Pakistan qui m'a semblé un peu ambigu. Et lorsque je vois que les Pakistanais semblent lutter ardemment contre les talibans, je veux dire pakistanais, et que par ailleurs ils ont une position beaucoup plus complexe vis-à-vis des talibans afghans, avec peut-être même des liens qui restent à prouver, mais dont on nous a parlé, je me dis que c'est pas simple et qu'on aurait intérêt à mettre tous ces gens autour de la table pour essayer de tirer quelques conclusions. Alors, sur le Pakistan, effectivement. Alors, nous avons passé 3 jours avec Monsieur de Rohan et Didier Boulot au Pakistan, très intéressant à Islamabad, Rawalpindi, là où est le grand état-major de l'armée pakistanaise, et à Peshawar. Rassurant. Je dirais pas rassurant. Non. Je crois que nous sommes en présence d'une vraie guerre civile entre une armée pakistanaise qui accepte le pouvoir civil, celui du président Zardari, le veuf de Madame Bhutto, et puis d'autre part les talibans pakistanais. Il faut savoir que le Pakistan est traversé depuis longtemps de courants fondamentalistes, qu'il a été orienté à partir du général Zia-ul-Haq dès la fin des années 70 vers une sorte d'islamisme politique, et que, naturellement, c'est un problème de réorientation complète d'un immense pays de 200 millions d'habitants qui est en train de se jouer aujourd'hui dans des zones qui n'ont jamais été contrôlées. Le Waziristan est actuellement le théâtre d'opération choisi, le sud-Waziristan, mais il y a aussi le nord-Waziristan, il y a 7 agences tribales, donc c'est une partie très difficile qu'engage l'armée pakistanaise, et toute la communauté internationale
Avec une volonté suffisamment forte du côté des autorités de l'armée pakistanaise. Alors, faut comprendre le point de vue du Pakistan. Ils ont je dirais, le problème existentiel de leur confrontation avec l'Inde depuis la partition de 1947. Donc, ils ne veulent pas avoir un régime ennemi à l'Ouest. Ils veulent avoir ce qu'ils appellent une profondeur stratégique avec l'Afghanistan. Pour parler simple, ils veulent avoir un régime qui ne leur soit pas trop hostile à Kaboul. Par conséquent, ils jouent, non pas le double jeu, mais ils jouent le coup d'avance. Ils pensent qu'ils devront ménager les Pashtuns, c'est-à-dire les talibans afghans, pour avoir un pouvoir qui ne leur soit pas défavorable à Kaboul. Donc, ils répriment durement les talibans pakistanais, parce que l'enjeu, c'est le pouvoir à Islamabad, mais en même temps, ils ménagent le Mollah Omar et puis les talibans afghans. Alors, il faut comprendre tout cela si on veut en effet arriver à une solution pacifique. Nous avons besoin de normaliser les relations entre l'Inde et le Pakistan, parce que c'est ce qui permettra aussi au gros de l'armée pakistanaise de se déplacer de sa frontière orientale face à l'Inde et au Cachemire vers la frontière occidentale face à l'Afghanistan et aux talibans. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Et ça suppose aussi qu'entre l'Inde et la Chine, parce qu'il y a aussi cette concurrence des géants, eh bien, il y a une certaine normalisation. Bref, c'est très difficile de réunir un consensus de tous les pays voisins de l'Afghanistan pour arriver à, en quelque sorte, circonscrire l'incendie. On a parlé, je crois que j'ai entendu mon collègue parler d'une conférence internationale. Je crois me souvenir que le président de la République avait lui-même évoqué cette possibilité. Pour le reste, tout le monde sait qu'on ne résoudra pas le problème de l'Afghanistan sans le Pakistan. C'est la même population, la même grande tribu, la nation pachtoune, elle a été divisée entre l'Afghanistan et le Pakistan. Un peu comme dans d'autres régions du monde, les Kurdes ont été divisés sans qu'on crée une nation kurde. On n'a pas créé de nation pachtoune. On aurait pu créer une nation pachtoune. Et la frontière entre les deux pays est d'ailleurs une frontière que l'Afghanistan ne reconnaît pas, qui est la ligne Durand, qui a été tracée par les Anglais au moment où ils pouvaient encore tracer des frontières dans le tiers-monde. Donc le Pakistan est un partenaire incontournable, c'est absolument évident. Quelle est la position du Pakistan? Il est évident que pendant longtemps, le Pakistan a vu d'un œil favorable, on peut même dire que a favorisé l'installation des talibans et de ce qu'on appelait à l'époque les étudiants en religion. C'était des Afghans qui sortaient des madrasas, des écoles coraniques pakistanaises. Sous l'œil bienveillant des Américains. Sous l'œil bienveillant des Américains, aussi longtemps qu'il s'agissait de lutter contre l'Union soviétique. C'est l'erreur, il ne faut pas parler d'erreur, parce qu'à l'époque... Et même après, si vous permettez une interruption, parce que tant qu'il y a, je dirais jusqu'au 9 septembre, ou jusqu'au 11 septembre, parce que les Américains avaient aussi besoin d'un Afghanistan stable pour y faire passer leurs oléoducs et leurs gazoducs en provenance du Turkménistan. On a pensé faire passer des pipelines, des oléoducs, mais ça n'a jamais été, je crois, très loin. Ah, le projet UNOCAL était une réalité. On va revenir peut-être à la question que je vous posais d'emblée. Est-ce que la France doit-elle ou non envoyer des renforts? Parce qu'on a posé la question sur le site de notre partenaire nouvelobs.com et je vous propose de découvrir avec moi les résultats de cette question. Voilà. Eh bien, pour l'instant... je crois que vous êtes à peu près 450 votants et vous répondez non à l'envoi de troupes supplémentaires en Afghanistan. Vous répondez non à 80%. C'est vrai que le poids de l'opinion publique est déterminé. Dans ce dossier, on n'en a pas encore véritablement parlé, sachant que les talibans afghans, aujourd'hui, ont répondu à Barack Obama qu'ils avaient bien l'intention de lui envoyer encore plus de cercueils dans les jours qui viennent après l'annonce de renforts américains. Moi, je crois qu'envoyer des renforts militaires français est question académique, mais qui ne se pose pas vraiment, et je ne crois pas que la France ait l'intention de le faire, donc je ne m'attarde pas sur cette question. Par contre, je crois qu'il est important de revenir sur l'affaire du Pakistan.
et de noter qu'après avoir avoir une attitude plus qu'ambiguë, le Pakistan a désormais, je crois, si je peux employer cette expression, viré sa cutie, et ils sont aujourd'hui eux-mêmes menacés. Il y a une talibanisation rampante du Pakistan qui menace le Pakistan, qui l'ont bien compris, et l'armée et surtout le service de renseignement de l'armée qui a toujours été la main du Pakistan en Afghanistan, je crois qu'ils ont maintenant viré leur cutie et décidé de prendre les choses en main. Et je crois qu'ils jouent le jeu, à commencer d'ailleurs par leur propre pays. Un mot, Jean-Pierre Chevènement, puis Jean-Pierre Bel, parce qu'ensuite on va écouter en direct sur cette antenne Martine Aubry. Jean-Pierre Bel, son dernier discours de son tour de France du projet socialiste. Jean-Pierre Chevènement. Alors un mot simplement, quand nous avons rencontré le général McChrystal, Jocelyn de Rohan, Didier Boulot et moi, il nous a dit il me faut au moins 3 ans, je lui ai posé la question, au moins 3 ans pour afghaniser en quelque sorte le conflit. Et à un autre, il avait dit 5 ans. Et quand on sait l'état réel des forces afghanes, qui ne sont pas capables de manœuvrer à un échelon supérieur à celui du bataillon, et qui n'ont pas ce patriotisme dont on a besoin quand on veut gagner une guerre comme celle-là, c'est sans issue. Ouais. Il faut changer les données politiques du problème pour rendre la solution accessible. Jean-Pierre Bel, on va très vite se dire au revoir. Il y a quand même des problèmes qui se posent, parce que nous avons vécu plus d'une journée avec des soldats français. Je me souviens de cet avion dans lequel nous étions, qui s'est posé à Kaboul, où 250 Martine Aubry monte sur scène, on va la rejoindre. Était là, et le silence pesant qui régnait lorsque nous avons atterri, et l'angoisse de ces jeunes Français oblige à dire que quand même il y a une situation à laquelle il nous faut répondre. J'aimerais bien savoir ce que nous faisons aujourd'hui en Afghanistan. Merci messieurs, on écoute Martine.